Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter l'accompagnement des collectivités dans une démarche de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires à l'échelle du département de Seine-et-Marne. Alors, la démarche de réduction d'utilisation en Seine-et-Marne est née d'un constat. En Seine-et-Marne, l'eau a été et est encore impactée par la présence de pesticides, ce qui a pour conséquence des classements vis-à-vis de l'eau potable, donc des non-conformités du fait des pesticides. Pour information, 85% des non-conformités actuelles sont dues soit à un pesticide avec une autre molécule. Tout ça entraîne donc des coûts de retraitement, Monsieur Parisot en a parlé tout à l'heure, qui sont relativement importants, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par usine de retraitement, et parfois des abandons de captage. Alors, pourquoi on s'est intéressé aux collectivités particulièrement dans la démarche ? Parce que les collectivités cumulent plusieurs facteurs de risque vis-à-vis de l'utilisation de ces produits. Le premier facteur de risque, on le voit bien sur la photo, c'est la grande quantité de surface imperméable qu'on peut trouver en collectivité qui font qu'à la première pluie, à partir du moment où vous appliquez un produit phytosanitaire, si le produit n'est pas absorbé par une plante, il est lessivé et il se retrouve directement dans les cours d'eau. Un autre facteur de risque est le facteur de risque dit sanitaire. Contrairement à d'autres utilisations dans d'autres lieux, les collectivités sont fréquentées par des publics vulnérables de type enfants ou personnes âgées, ce qui fait que le risque de contamination y est plus fort. Et puis, depuis quelques années, on peut ajouter une réglementation de plus en plus exigeante, puisque pas moins de 3 textes réglementaires restreignent l'usage des produits phytosanitaires en fonction des surfaces traitées, dont le dernier a été cité par M. Parisot. Alors, à l'origine, historiquement, Acoubry en 2003, puis le département avec le service de l'eau potable et des actions préventives en 2016, ont proposé aux communes une démarche. Alors ça s'est fait par 2 dispositifs, soit de manière totalement volontaire, soit via ce qu'on appelle des éco-conditions. Alors les éco-conditions, c'est un système qui a été institué via un plan départemental de l'eau. Plan départemental, d'ailleurs il y a une faute d'orthographe, je m'en excuse, plan départemental qui vise à la reconquête de la qualité de l'eau en Seine-et-Marne. Donc c'est un des points de ce plan. Une éco-condition, c'est quoi ? C'est fournir des financements dans l'eau potable et l'assainissement en échange de l'entrée des collectivités dans la démarche, pour faire quelque chose de très concret. Donc la démarche est un des points d'un plan plus global qui touche différents points de la gestion de l'eau en Seine-et-Marne. C'est un plan qui a été signé par les collectivités, l'État, des chambres consulaires, dont la Chambre d'agriculture et les acteurs de l'eau. On peut citer Acoubry évidemment et l'agence de l'eau qui se trouve ici. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on a 4 grandes étapes dans la démarche de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires que je vais vous présenter, dont une qui est récurrente puisqu'elle est annuelle, qui est le bilan. Alors, la réunion d'information est la première étape, un préambule à l'engagement des communes. Elle nous paraît nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'avant de signer, c'est bien de savoir ce qu'on signe. Donc on va donc présenter le contexte, expliquer en quoi consiste l'engagement, ce que je suis en train de faire, et savoir quelles seront les attentes et les services rendus. Concrètement, en termes de services rendus, c'est le bon déroulement de la démarche, c'est-à-dire assurer les étapes. En termes d'attente, on va demander aux communes de nous fournir des données en toute transparence. Seconde étape, le diagnostic des pratiques phytosanitaires. Nous sommes totalement conscients que les collectivités ont les mêmes problématiques, du moins chacune à son échelle. Pour autant, chaque collectivité n'est pas dans la même situation, que ce soit en termes de moyens financiers, techniques, humains, en termes d'historique, d'aménagement urbain, et ça, je pense que c'est un secret pour personne. Ce qui fait d'autant plus qu'un diagnostic, un audit, un état des lieux paraît totalement indispensable. On va donc étudier tout ce qui va être quantitatif, donc quantité de produits, surface traitée, pratique de désherbage. On va parler de la réglementation, notamment pour informer et expliquer.
voir si déjà des alternatives sont déjà utilisées, et puis comme cela a déjà été abordé, on va parler de communication, volet indispensable. Tous ces points vont être réutilisés puisqu'ils vont servir d'indicateurs pour pouvoir évaluer la progression de chaque collectivité accompagnée. Troisième étape, la formation ou sensibilisation et le protocole de réduction. Alors, le département et Akoubri ont pris comme décision qu'une formation était nécessaire, et notamment pour toutes les strates, on va dire, de la collectivité, du décisionnaire à l'applicateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'une part, c'est un sujet qui est spécifique. Tous les élus ne peuvent pas maîtriser le sujet de la réduction phytosanitaire, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, ça permet d'avoir un niveau d'information égal pour que tous les acteurs de la collectivité puissent avancer dans la même direction et être au même niveau. Et puis derrière, ça permet de pouvoir expliquer et parler la même langue. On va donc aborder les problématiques liées à l'usage de produits phytosanitaires, le stockage par exemple. La réglementation, encore une fois, on y revient à chaque étape, et les solutions pouvant être mises en œuvre à l'échelle d'une collectivité. Alors, ce qu'on entend par solution, je vais vous les présenter par la suite. Ça peut être des alternatives en termes de machines ou d'aménagement. Ensuite, à l'issue de cette journée, on va proposer un protocole de réduction d'utilisation. Alors, comme son nom l'indique, le protocole de réduction vise à réduire. On va donc travailler en priorité sur la dose et des techniques pour pouvoir utiliser moins. Mais pas que. On va aussi, et là on le voit bien sur le PowerPoint avec un plan de désherbage, je ne sais pas si vous le voyez très bien, au niveau des couleurs, prioriser les surfaces à arrêter en priorité vis-à-vis du risque de pollution. On va résoudre en proposant des solutions et anticiper, c'est-à-dire anticiper les difficultés de la campagne d'entretien de l'année qui suit. Dernier point, et je l'ai déjà abordé en présentant les différentes étapes, le suivi des pratiques phytosanitaires qui est une évaluation annuelle. On va donc comparer à partir du diagnostic tout ce qui a été réalisé par la commune. Ça nous permet de mesurer la réduction, de revoir le plan d'action, de fixer de nouveaux objectifs et d'informer. Mais surtout, ça permet pour la collectivité de valoriser ce qui a déjà été fait et de mettre en avant le chemin parcouru, en quelque sorte. Alors, on parlait de solutions. Les solutions, je les ai classées en différents leviers. On a déjà abordé les premiers, que ce soit la réduction des quantités des surfaces et les bonnes pratiques de désherbage. Si on associe ces deux premiers leviers, on arrive à une solution très concrète qui est le fait de faire un étalonnage du matériel régulier, ce qui permet de contrôler et de maîtriser la dose qu'on va appliquer, qui est une bonne pratique de désherbage. Autre point, le respect de la réglementation. Alors en quoi le respect de la réglementation contribue à la réduction ? L'arrêté du 12 septembre 2006 demande à tout utilisateur de ne pas traiter avec un vent dépassant 20 km/h. Donc 20 km/h, on est loin d'une tornade. C'est pas forcément très facile à évaluer. C'est le bruissement des feuilles d'un peuplier. C'est à partir du moment où il y a plus que les feuilles qui bougent dans un arbre. Pour vous donner un ordre d'idée. À partir du moment où on respecte cette réglementation de ne pas traiter avec un vent supérieur à 20 km/h, on limite le risque de dispersion, donc le risque de perte au moment de la pulvérisation. Autre solution, j'en ai déjà parlé, la mise en place d'outils alternatifs. Alors sur la photo, ce qu'on peut voir, c'est une brosseuse désherbeuse qui est un outil qui va permettre d'arracher l'herbe dans le cadre du désherbage dans les caniveaux et d'évacuer les graines à partir du moment où il y a un ramassage, en plus d'une opération de nettoyage. Donc c'est assez adapté, notamment pour la voirie et les caniveaux. Autre solution, aménagement de l'espace. Alors, aménagement de l'espace, lors de travaux, ça va se traduire par quoi concrètement ? On peut prendre différents exemples. La pose d'une dalle au pied d'un poteau.
La pose d'une dalle au pied d'un poteau va éviter l'utilisation du produit pour désherber le tour du poteau, puisque toutes les machines ne peuvent pas forcément passer autour d'un poteau. Vous avez dû connaître ça dans vos communes. Autre exemple, uniformiser le revêtement d'un chemin. Si vous avez un chemin, et on le voit notamment dans les cimetières, avec 3 mètres de béton, 2 mètres de gravier, un peu de terre et de sable, il paraît difficile d'avancer rapidement sur plusieurs linéaires avec la seule et même machine, le seul et même outil. Solution qui se développe de plus en plus, l'utilisation du végétal en ville pour limiter l'usage de désherbants. Alors, traditionnellement, la place du végétal a été beaucoup utilisée pour l'embellissement. Dans le sud de la France, c'est utilisé pour faire de l'ombre, pour la fraîcheur. Parfois, ça peut être utilisé pour occuper une zone perméable et assurer une régulation de l'eau, mais pas que. Si on utilise des plantes de type couvre-sol, alors je vais prendre un exemple, le Géranium mycorrhizum, qui est un des plus connus et un des plus utilisés, cela va permettre d'occuper un espace et d'étouffer toute plante indésirable qui voudrait s'y installer, tout en contribuant à l'embellissement de la collectivité et donc à la politique du fleurissement, par exemple. L'idée, c'est de choisir les végétaux qu'on veut en ville, qu'ils soient spontanés ou pas, plutôt que de subir et donc contrôler. Dernier point, et on y revient, la stratégie de communication, qu'elle soit interne, externe, et l'implication des habitants. Alors effectivement, la communication paraît nécessaire et même incontournable. Sur toutes les communes qui sont passées au zéro phytosanitaire que nous avons recensé, aucune, à ma connaissance, n'a pas communiqué sur sa démarche, au moins une fois. Alors ça paraît indispensable, pourquoi ? Parce qu'en interne, ça évite des contradictions. Si un de vos habitants appelle la mairie et que l'adjoint alpha lui dit blanc et que l'autre lui dit gris, ça peut créer des confusions. Envers la population pour informer du changement. Changement de pratique, donc changement de date d'intervention, donc changement parfois de visuel. On ne va pas avoir forcément le même résultat visuellement. Et donc, ça peut créer des incompréhensions vis-à-vis d'habitants qui ont vu la même technique d'entretien depuis 20 ou 30 ans. Enfin, avec la population, quand c'est possible, ce qui permet un relais d'habitants vers d'autres habitants en termes de communication, ça peut se faire dans le cadre de fleurissement de pieds de mur ou de concours ville et village fleuris. En termes de résultats, je vais vous les présenter succinctement. À l'échelle de la Seine-et-Marne, on peut dire que l'engagement est maintenant unanime. Alors, je vais vous citer les chiffres en bas puisqu'ils n'apparaissent pas. On a plus de 90% des communes qui sont engagées dans la démarche, que ce soit avec Acoubry ou avec le département de Seine-et-Marne en tant que structure. Presque 90% qui sont diagnostiqués, plus de 70% qui sont dans la phase de formation et plus de 70% qui sont suivis. Alors, ça va vous paraître un peu un contraste. Au 31 décembre 2014, sur le territoire de Marne-et-Gondoire, seules 10 communes sont diagnostiquées et une est suivie. Alors, ce n'est pas que Marne-et-Gondoire ne s'implique pas et n'est pas complètement entré dans la démarche. C'est juste qu'avec le département, la démarche a été lancée plus tardivement. Les communes sont engagées par délibération assez récemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites avant. Alors, en termes de résultats chiffrés, je ne vais donc pas vous parler de l'agglomération puisqu'on n'a pas forcément des chiffres qui sont significatifs. On va parler plus à l'échelle du département. 74% de réduction des quantités de matières actives en moyenne entre le diagnostic et le suivi. Donc ça signifie très simplement que les communes utilisent 4 fois moins en moyenne de quantité de produits phytosanitaires. Ce qui est assez conséquent entre le début de la démarche et le moment du suivi annuel. 56% des communes suivies ne désherbent plus chimiquement les trottoirs, les caniveaux. C'est la carte qui se trouve à la droite de la diapositive. Donc on voit que c'est assez réparti sur le territoire.
1 sur 2 ne traite plus la voirie, ce qui est un premier pas déjà pour limiter le risque de pollution et ce qui permet déjà le respect de la réglementation sur l'interdiction de traitement de la voirie dès 2017 via la loi de transition énergétique. Alors, un contraste, 2 fois moins de communes ne désherbent plus chimiquement les cimetières. Alors ça s'explique pour une raison simple, c'est que les cimetières sont composés de surfaces gravillonnées pour la plupart, qui sont donc plus difficiles à entretenir, des surfaces qui ne sont pas forcément très fréquentées, donc c'est l'idéal pour un enherbement spontané. 84 communes n'ont plus recours aux produits phytosanitaires. C'est les 84 communes suivies que nous avons pu recenser. C'est un chiffre qui est en constante évolution. Cela représente à peu près 16% des communes du département. On a pu évaluer qu'il fallait 3 années et demie en moyenne pour passer d'un usage de produits phytosanitaires à un arrêt total. 3 années, c'est possible sur un mandat. 3 années et demie, pardon. Enfin, 41 communes ont été, depuis le lancement du trophée Zéro Phyto, récompensées par ce trophée. Le trophée Zéro Phyto récompense les communes qui s'engagent à maintenir l'entretien de leurs espaces sans avoir recours aux produits phytosanitaires. En termes d'aide, le département apporte aussi une aide financière. Ainsi, 126 communes ont fait 208 demandes de subvention pour un total de plus de 475 000 € depuis 2011. Si on ajoute à cela les financements conjoints de l'Agence de l'eau et de la région Île-de-France, on arrive à des possibilités de financement de matériel qui vont jusqu'à 80% du prix hors taxe. Alors, comme vous pouvez le constater, on est face à des machines totalement différentes. Différence en termes de prix, puisque ça va quand même de 470 € en prix moyen à plus de 25 000 € pour évidemment des situations différentes, des communes de taille différentes, et puis différentes en termes de procédés. Si on regarde la deuxième image et la troisième en partant de la gauche, on voit tout à fait qu'elles ne vont pas être utilisées sur le même type de surface, puisque le brossage ne va pas être utilisé sur des graviers, et inversement, les outils de travail du sol ne vont pas être utilisés sur du bitume. Et je terminerai sur les interlocuteurs que vous pourrez contacter au sein de la communauté d'agglomération. Alors pour faire simple, il y a 2 structures et 3 intervenants qui peuvent vous accompagner. Pour prendre un exemple, si vous êtes la commune de Buffy-Saint-Georges, vous prendrez contact avec Madame Anne-Elisabeth Gauvin si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes la commune de Lagny, vous prendrez contact avec moi-même et ça a déjà été fait. Je vous remercie de votre attention.